Oui, et en plus, on fait même des opérations chirurgicales sous hypnose. Tout à fait. Donc là, il ne faut vraiment pas se rater. Alors, effectivement, on ne fait pas totalement sous hypnose. Il n'y a plus d'anesthésie centrale. On a juste des anesthésies périphériques, on va dire locales. Mais par contre, on n'a plus toute cette machinerie qui faisait qu'on se réveillait fatigué, etc. Donc, c'est absolument fabuleux de pouvoir faire ça. Juste une dernière question par rapport à l'hypnose et le sport. Parce qu'en fait, les sportifs, je pense que s'ils vous sollicitent, c'est parce que, quelquefois, vu que ce sont des grandes performances, il y a des blessures, en fait. Alors, c'est 80% des demandes, c'est suite à des blessures. Sandrine Martinet, qui est devenue championne olympique en 2016, c'est son kiné qui me contacte en avril. J'ai Veronika Zuzulova, qui est la numéro 2 mondiale de ski, qui me contacte grâce à Romain Velez, son entraîneur, au mois d'octobre, parce qu'elle s'est blessée avant la saison. Et donc, effectivement, il fallait la remettre en place pour les Jeux Olympiques. Et les médecins avaient dit qu'elle sera hors course. Pareil pour Sandrine Martinet. Et la plupart du temps, ce sont des sportifs qui ont des échéances importantes et qui, effectivement, ils n'ont pas le choix. Voilà, soit ils font le choix médical et, effectivement, ils ne seront pas prêts. Et grâce à l'hypnose, on va, premièrement, je dis la première étape, c'est d'enlever la croyance qu'on a cru que ça ne serait pas avant la compétition. Parce que c'est une prédiction réalisante. Le médecin dit, vous en avez pour 6 à 8 mois, vous en avez pour 6 à 8 mois. Donc, si on enlève cette croyance-là, on en aura peut-être pour 4 mois. Et donc, au final, le milieu médical lui-même, il est réticent, il est comment? Alors, le milieu médical, c'est comme tout le monde, il y a des gens ouverts, etc. Moi, j'ai formé pas mal de médecins. Je forme 120 médecins par an dans le cadre de l'OGDPC, parce que je travaille pour des organismes de formation. Et j'ai formé des kinés et des médecins qui sont dans le sport. Mon ami Serge Niamke, qui est le médecin de l'équipe Orica, donc en cyclisme, qui est un numéro 3 mondial. Serge, donc c'est moi qui l'ai formé. Il a fait le maître praticien avec moi. J'ai ensuite, je suis en train de chercher son nom, le Stéphane Pancrofi, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT. Voilà, donc c'est des autorités, ils travaillent pour des fédérations ou des grandes équipes professionnelles. Donc eux, ils sont ouverts et le message est en train de passer. Alors avant qu'on aille à Hawaï avec Rizmen, aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de stress. Surtout, on est tous 17 ans aujourd'hui, le travail, la ville, les métros, tout le monde a besoin d'un peu d'hypnose aujourd'hui. Alors, je dirais même le contraire. Est-ce qu'on n'est pas hypnotisé par le rythme que l'on mène? Est-ce qu'on n'est pas hypnotisé? Alors, non, mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas hypnotisé par la télé, des fois? Non, en fait, aujourd'hui, on ne sort pas de notre rythme. Voilà. Et toute cette connexion, l'homo connecticus, comme dirait notre ami Christophe, là on en a parlé la dernière fois, c'est ça, c'est-à-dire que les gens sont tellement connectés, ils sont en fait hypnotisés. Alors oui, on a besoin d'hypnose dans le sens qu'on a besoin de lâcher la soupape, et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui... D'aller s'aérer un peu. Voilà, et le fait de pouvoir relâcher le corps à travers l'esprit, c'est intéressant. Parce que c'est pas parce que vous faites du sport que vous relâchez le mental. Quand vous faites du sport, en fait, vous allez mettre en place un système, on va dire, donc d'hormones. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, sinon on va se perdre, mais qui sont des opiacés, c'est-à-dire comme de l'opium, qui sont sécrétés 15 minutes après le sport. C'est pour ça que les gens sont détendus par le corps, mais ils ne sont pas détendus dans l'esprit, parce qu'ils ont fait 1 heure de footing, alors que l'hypnose va permettre de faire cette détente. Et puis cette addiction aussi, on parlait de notre ami Christophe, aux objets connectés, donc finalement, c'est peut-être vrai, gens qui passent 2 heures, 3 heures sur l'iPhone, sur leur smartphone. Alors, ça aussi. Alors tout à fait, c'est exact, parce qu'on connaissait les ondes cérébrales du cerveau. Quand on est donc en train de parler comme ça, on est dans les ondes bêta, et puis après il y a les niveaux des ondes alpha, puis sigma, theta, delta, epsilon, mu. On sait les décrire. Il y a 2 ans, on a découvert qu'il y avait des ondes cérébrales spécifiques quand on est sur notre tablette ou notre iPhone. C'est-à-dire que les appareils connectés stimulent des ondes cérébrales du cerveau particulières. Ça stimule la détente? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un état hypnotique et on est addict, on ne peut pas s'en décrocher. L'addiction alors. Donc, mais on libère du cortisol. C'est-à-dire le cortisol qui est un poison pour le corps. On connaît tous la cortisone. Et donc, on a des palpitations, on fait monter la tension, on a des maux de tête qui sont liés à ça. Et puis aussi, et après, promis, je lui laisse la parole, on voit aussi beaucoup de yoga, beaucoup de gens qui font le yoga. C'est un peu proche de l'hypnose. Aujourd'hui, à Paris, on a des salles qui s'ouvrent, notamment beaucoup de femmes, mais d'hommes aussi qui ont des séances de yoga.
Alors, le yoga, effectivement, c'est une tradition ancestrale, permet de relâcher les ondes du cerveau. Alors, on ne va pas parler d'hypnose, parce que pour qu'il y ait une hypnose, il faudrait qu'il y ait un objectif et qu'il y ait un guidage extérieur. Mais par contre, on va parler de relaxation. Les états alpha permettent de méditation. Et là-dessus, on peut apprendre à se reprogrammer, à couper le défilé infernal des pensées. Alors, très bien. On y va à Hawaï, alors. Oui, donc en fait, on va à Hawaï parce qu'il y a eu un événement dernièrement assez fascinant, extraordinaire, l'éruption de Kilauea à Uea, donc du volcan. Donc il faut savoir que Hawaï, eh bien, c'est une île volcanique. Et ce que je trouve assez fou, c'est toutes les légendes en fait qu'il y a autour donc de Hawaï et d'une déesse qui s'appelle la déesse Pelée. Et donc dans certains articles on disait oui, la déesse Pelée, la femme qui dévore la terre. Donc c'est vraiment le symbole de cette fameuse île qu'on appelle aussi Big Island. Big Island, oui. Et je voulais voir avec le docteur Olivier Madel-Rieux qui est quelque part très attiré par Hawaï et par le patrimoine ancestral de Hawaï, de nous raconter donc la légende de cette déesse Pelée qui a manger, dévorer en ce moment, je pense encore, tout à fait. L'île d'Hawaï. Kilauea, donc, effectivement, est un volcan qui est toujours en éruption sur Big Island. Alors, Big Island, c'est pas une île, c'est un archipel. D'accord. Il y a 9 îles principales, il y en a 152 en tout. Et donc, il faut distinguer donc Oahu, qui est l'île principale où il y a Honolulu, de Big Island. Et à Big Island, effectivement, il y a Kilauea, dans lequel le cratère où on honore Pelée s'appelle le Mauna Kea. Voilà. Et donc Stéphanie, que je connais, qui est la Kauna dédiée donc à la déesse Pelée, effectivement, dit que les ancêtres actuellement sont en colère. C'est pour ça que le volcan est en éruption. La déesse Pelée, en fait, qui est la déesse de la l'amour, foudre, de l'amour, du surtout. feu, Ouais. de la danse. Et vous m'apprenez, De parce que je ne le l'amour, savais ouais. pas, de l'amour. C'est surtout comme ça qu'elle est vénérée. C'est-à-dire qu'il y a différents éléments pour entrer dans l'ésotérisme un petit peu des différents dieux du polythéisme hawaïen. Donc il y a le dieu du vent, il y a Kilimani, il y a le dieu effectivement de la neige, et puis là il y a le dieu, parce que le dieu de la neige va effectivement également protéger un volcan. Et Pelée, c'est la déesse de l'amour. Et après la foudre et la danse, effectivement. Et comment vous, en fait, le docteur, donc j'insiste bien sur le fait qu'il est docteur en pharmacie aussi, et hypnothérapeute, même si vous préférez qu'on dise hypnotiseur, et spécialiste aussi de la neuroscience, donc vous avez un côté très scientifique. Comment expliquez-vous que vous êtes proche, en fait, de la spiritualité hawaïenne, du Ho'oponopono, du Pono, on en parlera, hein, ça a l'air un peu spécial quand on le dit, mais... C'est exotique en tout cas. Voilà. Les gens aiment l'exotisme. En fait, parce que si on parlait de pardon, ça ne plairait pas aux gens. Si on parle de Ho'oponopono, c'est attrayant. Et c'est la même chose. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un chamanisme. On parle beaucoup de chamanisme actuellement, mais on est sans tambour, et pas sans trompette non plus, mais sans tambour, sans drogue, ni quoi que ce soit. Des états modifiés de conscience qui ressemblent beaucoup à ceux de l'hypnose. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'aime tous les états modifiés de conscience, parce qu'en fait, si on veut changer notre vie ordinaire, si on veut pouvoir changer le rythme hypnotique dont on parlait, pouvoir avoir d'autres résultats, il faut sortir de notre conscience actuelle. Et ce qui est intéressant chez les Hawaïens, c'est qu'ils concilient à la fois la modernité, donc avec des buildings, des magnifiques restaurants qu'on peut retrouver à Hawaï. On ne va pas dans des forêts comme on irait au Pérou ou en Bolivie. Voilà, donc, et surtout donc, les traditions ancestrales. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mélanger l'ancien et le nouveau. Et je trouve ça remarquable. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques traditions ancestrales en fait hawaïennes, par exemple par rapport au Ho'oponopono. Donc, de ce que je sais du Ho'oponopono, c'est par exemple des sortes de mantras, comme des prières. Où on dit « je t'aime, je suis désolé », pardon, merci, donc l'amour, le pardon, la gratitude. Et il paraît en fait que ça guérit. Voilà, alors pour revenir au Ho'oponopono, ça fait partie du Pono. Le Pono, c'est la rectitude. C'est des actions de rendre droit ce qui a été donc modifié ou perturbé. Et c'est la princesse Kilimani qui, au début du XVIIIe siècle, quand il y a eu effectivement l'invasion d'abord par les Écossais, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est les Écossais qui ont envahi les premiers l'archipel d'Hawaï, puis après les Américains. Donc le roi Kamalamala, qui a succédé à la princesse Kilimani, a dit il faut qu'on fasse la transmission de nos coutumes à travers la vertu, la rigueur, le pono.
Donc le Pono était pour traduire et transférer, on va dire, tout un tas de choses connues. Et l'Ho'oponopono était un moyen de réconcilier deux personnes. Imaginons par exemple que vous êtes dans une altercation. Eh bien, je suis le Kahuna. Eh bien, ce soir, je vais vous réunir dans une tente. Calme, sinon ça aurait pu arriver. Voilà. Je suis volcanique. Hein. Et je vais vous demander d'exposer les raisons pour lesquelles vous en voulez à Rizlaine. Après, je vais demander à Rizlaine, bien sûr en présence des deux clans familiaux, et on va prier les dieux pour réconcilier, peut-être aussi les ancêtres, de manière... Voilà. Et c'était ça le Ho'oponopono. Donc c'était absolument génial. Et Morna Simeona, qui est aussi une Kahuna, dans les années 1980, a voulu apporter cette notion de réconciliation. Donc sans Kahuna pour tout le monde, à condition de se faire une prière intérieure où ces 4 phrases s'adressent aux différentes parties de notre être. C'est-à-dire quand je dis je t'aime, je m'adresse à ma divinité intérieure. Donc qu'on appelle la supraconscience. Au Makuwa chez les Hawaïens. Puis après je suis désolé, le Uane, le mental, limité, étriqué. Et puis ensuite... Unipili, le subconscient, c'est-à-dire pardonne-moi s'il te plaît. Et merci, c'est la gratitude. Voilà. Et en faisant ça, on s'aperçoit que les gens vont vraiment, mais vraiment, lâcher tout un tas de douleurs, de souffrances et de comportements négatifs. Juste une dernière question. N'est-ce pas paradoxal en fait qu'un scientifique, donc je reviens quelque part à la première question, s'intéresse en fait à cet ésotérisme, cette philosophie, alors, comment faire pour ne pas devenir illuminé Alors, la question n'aurait pas été la même au XVIe ou XVIIe siècle, parce que toutes les lumières du XVIIIe siècle, ou si je prends Léonard de Vinci, si je prends Pascal, c'était des gens qui étaient à la fois des scientifiques, des littéraires, des mystiques. Et l'évolution de notre cerveau, l'évolution de notre société, fait qu'on fait des spécialistes. Et aujourd'hui, on a du mal à réunir les deux. Mais allez aux États-Unis sur la côte ouest, entre Vancouver, Seattle et la Californie, ou aller à Hawaï, vous verrez que c'est réconcilié. C'est que dans notre tradition européenne, qu'effectivement, on met d'un côté, il faudrait être scientifique ou il faudrait être... voilà. On ne parle pas d'illumination, on parle simplement de voir le monde avec une conscience un peu plus élevée que la moyenne. Très bien. On revient juste après la pub. Restez avec nous. On revient dans 2 minutes. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.